Oui, bonjour, je suis bien sur le portable de Gérard Majax. Oui, c'est Emmanuel Macron. Je vous dérange pas? Aujourd'hui, Non. la télévision n'a plus le monopole de la communication. Les politiques lui préfèrent parfois d'autres médias, comme Internet ou encore les jeux vidéo. Le premier était une disquette vendue aux militants du Front National en 1992, dans laquelle le joueur incarne Jean-Marie Le Pen pour l'aider à accéder à l'Elysée en récoltant des flammes bleu, blanc, rouge, l'emblème du parti, tout en évitant les adversaires. Le premier est Fodé Silla, le président de l'association SOS Racisme. Ce jeu sera interdit en 1996 après le dépôt de plainte. Là, c'est moi. Ouais. Plus récemment, pour la campagne des présidentielles de 2017, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a eu le droit à un jeu créé par les Jeunes Insoumis. Alors, le jeu, le héros du jeu, c'est moi. Alors, on incarne nos personnages, hein, et puis on affronte des oligarques. Et c'est une bataille. Alors, on les capture, on les secoue, et ça fait tomber des euros. Et les euros, on peut les mettre dans un pot commun. Alors il y a dedans M. Gattaz, Madame Bettencourt à la fin, c'est les gens riches quoi. Hein. Mais bon, vous verrez plein d'autres. Il y a Cahuzac. Deuxièmement, il y a une formule collective, c'est-à-dire tous ceux qui jouent contribuent à remplir la caisse pour faire des conquêtes sociales. Hein. C'est génial comme idée. Voilà, je trouve ça génial. Hein, c'est pour ça que le jeu s'appelle Fiscal Combat. Le but est de rendre la politique accessible et de présenter son programme aux jeunes de manière ludique et humoristique. Pour 2022, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron opte pour un serveur du jeu Minecraft où les militants peuvent se retrouver en ligne. Éric Zemmour a lui aussi eu droit à un jeu à son effigie développé par un militant. Les réseaux sociaux sont aussi désormais un enjeu majeur dans la communication des politiques. Ils permettent de diffuser ce que l'on souhaite à la fréquence voulue. Jean-Luc Mélenchon est encore une fois précurseur dans ce domaine, avec la diffusion en 2012 d'une web-série sur les coulisses de campagne qui s'appelait En Marche. L'Elysée s'est aussi servi des réseaux sociaux pour sa communication durant le quinquennat Macron et pour passer des messages officiels. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. Les réseaux ont occupé une place importante lors des présidentielles de 2022. Ils ont permis aux candidats de se rapprocher des jeunes, un électorat qui vote peu. Seulement, c'est un art qui reste à maîtriser, et qui peut très vite se montrer contre-productif. Mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas quoi. Je me téléporte. Le 10 avril, on vote. C'est l'élection présidentielle. Si vous votez, ça veut dire vous occupez des affaires qui vous regardent. Et si vous votez pas, c'est les autres qui décident à votre place des affaires qui vous regardent. Votez. 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 La victoire glorieuse de le retour. Malgré tout cela, la télévision a toujours une place importante dans la diffusion des idées. Le sentiment de liberté donné par l'apparition des télévisions privées est à double tranchant, puisque l'information télévisée est dirigée par les grands capitaux. Le 19 septembre 1987, après la diffusion dans l'émission Droit de réponse d'un dessin caricaturant le rachat de TF1 par Francis Bouygues, l'émission de Pollack est définitivement supprimée de l'antenne. Il sera licencié pour faute grave. En 1988, l'émission Ciel Montmardi propose un débat sur les compagnies pétrolières. Total étant un grand client de TF1, Christophe de Chavannes est prévenu par la direction de ne pas faire de tort à la société. Il a alors l'idée de mettre en scène une personne complice dans le public pour dénoncer l'emprise des grandes compagnies sur les petits artisans. Le présentateur est prévenu. Plus jamais ça. Vous êtes directeur commercial de la société Elf. Attendez monsieur, vous n'avez pas de micro, attendez. Je suis Monsieur Marot, Oui. une station-service dans la région lyonnaise pendant 22 ans. Une station qui est rasée et en même temps, on nous a demandé une facture. Vous dites on, alors dites carrément quelle compagnie, monsieur. La société Elf. Même la chaîne qui s'affranchissait de l'audimat grâce à son système à péage, Canal+ a pris un tournant au milieu des années 90. En février 1994, à la suite d'une modification du pacte d'actionnaires, André Rousselet est poussé vers la sortie et démissionne. Il suspecte un complot formé selon lui par le Premier ministre Édouard Balladur pour prendre le contrôle de la chaîne par le biais de la Compagnie Générale des Eaux, qui deviendra plus tard Vivendi.
Canal+ a désormais pour vocation de devenir plus rentable. En 1999, ce groupe détient 49% de Canal+, le maximum autorisé pour un groupe industriel à détenir d'une chaîne de télévision française. Branle-bas de combat à Canal+ après la décision de Jean-Marie Messier. Le PDG de Vivendi a annoncé brutalement qu'il limogeait Pierre Lescure, qui dirigeait Canal, fronde des salariés de la chaîne cryptée qui ont manifesté leur colère en direct à l'antenne. Crise ouverte à Canal+, Pierre Lescure est écarté de la présidence, assemblée générale houleuse au siège de la chaîne. Au-delà de la liberté éditoriale qu'il faut préserver, ce qui m'inquiète, c'est sa volonté purement financière et économique de faire en sorte que demain, les programmes soient complètement séparés de la distribution. Là, de la façon dont ça a été fait, la méthode qui a été employée, c'est vraiment pour dire, bon, on va plus travailler comme ça, maintenant vous arrêtez, vous êtes gentils les gugus et les guignols et tout ça, on va travailler comme ça. Donc effectivement, dans cette façon de travailler, c'est sûr que je ne crois pas qu'on soit extrêmement nombreux à vouloir bosser comme ça. Ça veut vraiment dire, c'est une vraie fin de liberté éditoriale. Bonjour Omar, comment vas-tu? Fred? La pêche? Hein? Ça le fait. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'es habillé comme ça? Pour être bien vis-à-vis du public, quoi. T'as retourné ta veste, toi? Ceux qui aiment bien Frédéric et Omar. T'es passé de l'autre côté? N'importe quoi, regarde, j'ai mis tous mes textes à l'intérieur, avec mes blagues, côté blagues un peu pour la semaine prochaine. T'es un gros enculé de ta race, toi, en fait. Mais ça va pas du tout, T'es attention. un sale traître. T'as retourné ta veste comme ça aussi vite? Pas de grossièreté à l'antenne, enfin, tu rigoles, là, tu délires, non? Du son et des pancartes, les salariés de Canal+ accueillent leur patron à leur façon. Devant une entrée dérobée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ils empêchent l'avancée du véhicule. À l'intérieur, Jean-Marie Messier et Xavier Couture, le nouveau directeur général de Canal+. Les deux hommes patientent, portable en main. Retour au direct avec Michael Cull à la régie finale. Michael. Et oui, Jules-Édouard, je suis avec quelqu'un qui connaît ce genre de situation émouvante. C'est Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, souvenez-vous, à l'époque, il avait dû fermer l'antenne de la 5. Alors Jean-Claude, comment ça s'était passé? Très simplement, j'étais en régie finale, comme ici à Canal+. Il y avait l'interrupteur général, comme ici, et j'ai fait ce geste. Michael, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Non mais là, on est vraiment en régie finale. Là, non mais attendez, vous me demandez de vous montrer, on a fait ça. Non, mais c'est la régie. Vous arrêtez vos conneries, là, c'est bon, là. C'est pas des conneries, attendez, vous faites venir sur Canal+, pour me montrer, pour que je montre aux téléspectateurs ce qu'on a fait. T'arrêtes de toucher à ça, là. Putain, mais t'es plus à la 5, là, t'es sur Canal, ok? Il y a des gens qui regardent, hein. Chez nous, il y a des gens qui regardent. Il y a des abonnés, nous, hein. Les salariés de Canal+ découvrent que leur société, mise en difficulté par Vivendi, est en train de devenir une chaîne comme les autres, et craignent alors un possible rachat par le groupe TF1. En 2015, Vincent Bolloré devient président du groupe, et le ton est donné. Les émissions satiriques cultes de la chaîne comme Les Guignols de l'info, Le Petit Journal, Le Grand Journal disparaissent. Peu après, iTélé devient CNews. Des experts ont même soupçonné Vincent Bolloré d'être à l'origine de censure. Cela pose un problème sur le pluralisme et la diffusion des idées, surtout depuis l'apparition des chaînes d'infos en continu depuis les années 90, où certaines idées sont surreprésentées. La télévision publique n'est pas en reste. Aujourd'hui, les présidents de France Télévisions et de Radio France sont toujours nommés par le président de la République. Si dans le village, il y a des problèmes? Non, il n'y a pas de problème. Jamais rien eu. Mais c'est pas Inacour, c'est partout. Alors qu'est-ce qu'il y a partout? C'est le sentiment de quoi? Ben oui, tout ce qu'on voit à la télé. Les gens qui sont agressés.